Coucou tout le monde, une petite intro pour vous expliquer pourquoi j'ai pas eu de quête analyse samedi dernier, tout simplement parce qu'en ce moment je croule vraiment beaucoup sous les projets, j'ai très peu de temps libre et très peu de temps pour faire des vidéos. Et pourquoi j'ai très peu de temps libre? Parce que je travaille énormément sur mon prototype de jeu. Et pourquoi? Parce que le samedi 13 janvier de 17h à 3h du matin, il y a la nuit des jeux de demain qui se déroule à Bourg de Péage et il se trouve que je vais y aller pour présenter mon prototype, mon jeu Elementor, pour la première fois au grand public. Après vraiment beaucoup de temps passé dessus sur les années et beaucoup de playtests avec des gens de ma connaissance, des gens en interne et tout, bah voilà, je vais présenter ce jeu pour la première fois. Donc si vous êtes sur place à Bourg-de-Péage pour la nuit des jeux de demain, n'hésitez pas à me faire un gros coucou, je vous montrerai le jeu avec grand plaisir. Et en attendant, vous allez, encore une fois, petit à petit, commencer à plus en plus entendre parler de ce prototype et de ce jeu sur ma chaîne. Donc bah écoutez, vous en saurez plus quand vous en saurez plus. En attendant, ça me fait très plaisir de pouvoir enfin le présenter au grand public. Et cette année, je vais sûrement essayer de faire pas mal de concours de prototypes justement pour le présenter un maximum au grand public. Donc voilà, j'espère que ça vous intéressera. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketel, on est là pour une nouvelle vidéo Lorcana. On va enfin parler des Terres d'encre, le chapitre 3, la première vidéo de spoil du chapitre 3, mais des spoils officiels. Vous le savez, il y a eu plein de leaks sur internet, il y a beaucoup de cartes qui ont fuité. Je n'en parle pas tout simplement car ce n'est pas de la volonté officielle des orgas et donc de Ravensburger d'avoir montré ces cartes sur internet. Donc de mon côté, je préfère tout simplement parler des choses qui ont été officiellement révélées, tout simplement parce que, ayant moi-même été du côté inverse, c'est-à-dire du côté de la production de jeux vidéo ou plateau, etc., les leaks c'est une plaie et du coup en parler c'est les encourager et du coup de mon côté ma morale à moi qui ne regarde que moi me fait tout simplement dire que je n'ai pas envie d'encourager les leaks en en parlant plus que ça. Évidemment ça ne regarde que moi, donc chacun fait ce qu'il veut, il n'y a aucun problème si d'autres gens le font, il n'y a aucun jugement donné, c'est juste ma pensée personnelle par rapport à moi. Donc voilà, mais donc on a quand même 7 cartes qui ont été révélées depuis la dernière vidéo qui était juste le reveal un peu du chapitre 3 où il y avait quelques cartes dedans. Là on a quand même des petites choses à se mettre sous la dent et oh là là, hier soir, donc pour vous, donc avant-hier soir, il y a eu des spoils, on va en parler. Les gens qui sont sur Discord m'ont vu hurler le nom d'une carte plusieurs fois, on va en parler. Mais on va les faire dans l'ordre chronologique de leur révélation. Et donc on va commencer avec I Got a Dream, donc j'ai un rêve, chanson du film Réponse. Pour deux, une chanson justement, donc une action, qui permet de redresser un personnage à un lieu. Il ne peut pas partir à l'aventure jusqu'à la fin du tour. Et vous gagnez autant de lore que le lore présent sur le lieu. Pour l'instant, au niveau des lieux, on en a vu un seul, un lieu qui coûtait pas cher, qui avait quand même 6 points de vie pour deux, ce qui n'est pas déconnant, et qui avait seulement un de lore. Donc là, pour deux, on aurait une sorte d'attiser les flammes, mais qui aurait demandé quand même de mettre un personnage sur le lieu, et un attiser les flammes qui nous ferait gagner du lore, mais un attiser des flammes qui serait chantable. Donc, la carte est pas mauvaise, sachant qu'attiser les flammes, quand même, au chapitre 1, c'est un truc qui était utilisé. Chapitre 2, beaucoup moins, parce qu'on s'amuse moins à redresser des Aladdin pour faire des trucs un peu craquito, et qu'on a le bouclier qui fait aussi bien le taf en général. Maintenant, ici, avec J'ai un rêve, selon les lieux, s'il y a des lieux qui commencent à avoir 2 ou 3 de l'or, ça peut quand même être déjà une solution de gagner la partie avec du rouge, sans même passer par le violet. C'est-à-dire que boum, je gagne du lore, paf, c'est fini, game fini quoi. Donc déjà, rien que ça, c'est une capacité très intéressante. Et comme l'a fait remarquer mon compère Romuald lors de la dernière émission des cartes sur table, si vous ne connaissez pas les cartes sur table, c'est une émission qu'on fait avec Entrejeux Studio, un lundi sur 3, qui parle de plein de jeux de cartes différents, et dont Lorcana en général, on en parle justement avec Romuald et d'autres gens. Eh bien, est-ce que un personnage qui est sur un lieu pourrait chanter cette chanson pour se redresser lui-même? Il pourrait pas partir à l'aventure et gagner du lore. Parce que du coup, est-ce qu'on regarde si la carte est la cible de la carte au moment où on joue la carte ou après avoir payé le coup? Est-ce qu'on regarde quel personnage on va redresser au moment de jouer la carte, avant de payer le coup ou après avoir payé le coup, quand votre personnage vient de s'incliner pour la chanter? C'est une question très intéressante, mine de rien, qui peut quand même faire pas mal de choses. Bon, maintenant la carte coûte 2, je pense que c'est pas vraiment le but de la chanter avec des gros personnages, parce qu'on préfère souvent faire du lore avec eux, mais ça peut vraiment faire la différence de lore qui manque, suffit qu'il y ait des lieux qui commencent à avoir 2 ou 3 de lore, et là ça peut être vraiment redoutable. Votre personnage peut partir à l'aventure faire du lore,
se redresser grâce à j'ai un rêve derrière, faire du lore au passage, rester tranquille pour le prochain tour, ou alors attaquer ou faire une autre capacité. Donc, carte quand même assez intéressante. J'attends de voir un peu les lieux qu'il y a dans le jeu pour voir si jamais il y a moyen d'en faire des folies. Mais ça donne une option un peu de rush, ou en tout cas une option de gagner des points facilement au rouge, qui n'est c'est pas spécialement sa spécialité à la base. Donc très intéressant. La deuxième carte qui a été révélée, qui a déçu beaucoup de monde, c'est Wendy Darling, donc Wendy de Peter Pan. Je savais pas que le nom de famille c'était Darling, je sais pas si en français c'est un autre nom, là comme ça je sais pas du tout. Et pourquoi elle a déçu pas mal de monde? Parce que pas mal de gens la trouvent un peu trop bateau pour une carte qui est super rare. Alors, je tiens un peu à remettre les pendules à l'heure. Beaucoup de gens pensent que cette carte est mauvaise. Elle est vraiment loin d'être mauvaise. Je peux comprendre la déception qu'une carte super rare ait seulement des mots-clés. Ça, je peux l'envisager. Mais en attendant, il y en a déjà beaucoup pour lesquels c'est déjà le cas. Et c'est pas des mauvaises cartes pour autant. Et en plus de ça, là, elle a quand même pas mal d'options. Alors déjà, pour 3, c'est une 3 avec 2 de l'or. Il manquerait 2 de vie pour avoir des stats correctes, mais elle les remplace largement avec la capacité Ward, donc la capacité hors d'atteinte, et la capacité support, donc soutien. Qu'est-ce que ça donne, Wendy? Wendy, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que un peu comme Cusco ou Donald en bleu, des choses comme ça, déjà, avoir 2 de l'or et hors d'atteinte, ça veut dire que très souvent, vous allez pouvoir mettre vos 2 de l'or quand vous le rentrez en jeu. C'est très difficile à la tomber avant. Alors, malheureusement, avec seulement 1 PV, c'est plus simple de la gérer avec des clochettes, des tuons à la bête, et des choses comme ça, on va dire. Des choses qui se moquent un peu du fait qu'elle est ward, qu'elle est hors d'attente. Mais déjà, c'est pas tout le temps le cas que l'adversaire le joue ou même l'ait en main. Donc déjà, Wendy, il y a quand même de grandes chances dans pas mal de match-up qu'elle puisse mettre ses 2 de l'or de manière plutôt tranquille. Mais en plus de ça, quand elle va les mettre, elle va donner support à un autre personnage. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que Wendy, c'est vraiment un excellent T3, mais c'est pas non plus une mauvaise carte pour le reste de la game. Déjà, au T3, alors, avant de parler du T3, non, on va parler du T3 et après on fera la comparaison. Mais déjà au T3, vous allez la poser, et donc T4, vous allez pouvoir l'envoyer à l'aventure sûrement, parce qu'elle sera sûrement encore là, donner support à un personnage que vous avez joué au T2 pour qu'il puisse faire d'excellents trades, ou même au T1, par exemple des personnages 1-3 ou des stats comme ça qui du coup pourraient survivre à leur trade, et en plus de ça, faire beaucoup de points. Si jamais l'adversaire ne s'incline pas, c'est tant mieux pour vous, ça veut dire que rien que par sa présence et son support, Wendy elle fait peur à l'adversaire. Et derrière, si l'adversaire veut la gérer une fois incliné au T3, donc enfin non au T4, ça veut dire qu'il veut essayer de le faire avec des personnages qui coûtent 2 ou 3. Et mine de rien, des personnages qui coûtent 2 ou 3 et qui ont 3 points de vie, il n'y en a pas des masses. Et du coup, Wendy, si jamais elle rentre en jeu et qu'automatiquement elle prend l'aggro et elle gère une carte adverse, elle a fait son taf. Elle a fait 2 de l'or, elle a géré une carte, elle a fait 1 pour 1 en faisant des points. C'est parfait, c'est tout ce qu'on veut. Vraiment, 3 d'attaque au tour 3, c'est très bien, on n'a pas besoin de plus. Et en plus de ça, potentiellement, elle peut amener support sur des personnages. Et support, ça va être un mot-clé important dans le chapitre 3. Pourquoi? Parce qu'on a des lieux qui ont beaucoup de points de vie. Donc il va falloir avoir beaucoup d'attaque. Et là, soutien, ça va être un mot-clé vachement plus intéressant qu'auparavant. Parce qu'on va avoir des grosses cibles sur lesquelles il faudra mettre beaucoup de dégâts. Et votre Wendy, au pire des cas, vous pouvez toujours la garder redressée. Il y a encore une fois très peu de choses qui peuvent la gérer, sauf si vous jouez contre Gris, là, vous l'ancrez au pire. Mais si vous jouez pas contre Gris, il y a peu de choses qui peuvent la gérer de manière générale. Et du coup, vous pouvez la garder pour faire le support au bon moment. Et l'adversaire, il doit toujours calculer ses tours en fonction de votre support. Je rappelle qu'au chapitre 1, Philoctète était joué. Philoctète, c'était tout simplement une 3-1 pour 2. Il était beaucoup joué pour gérer les Simba, mais à côté de ça, le support pouvait être très embêtant. Là, pour 1 de plus, on a 1 de l'or de plus et hors d'atteinte. Que demande le peuple? Franchement, c'est trop bien. Donc voilà, franchement, personnage qui je pense est sous-estimé. Il y aura des choses à faire. Je promets pas qu'elle sera dans des decks, on va pas se mentir non plus, parce que c'est quand même des options assez particulières. Mais je pense vraiment que Wendy, il y a des choses à faire avec. Je pense qu'il faut pas la sous-estimer. Hors d'atteinte, support de l'or, 3 d'attaque, sont vraiment de bonnes stats qui synergisent très bien ensemble. Nous avons pour 6 la fameuse Mama Odie. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que chapitre 2, ils mettent en place le résistance, donc le fait de pouvoir encaisser les dégâts. Et en général, quand tu fais du game design de jeu de cartes, tu essaies de faire en sorte que les chapitres futurs aient des solutions aux chapitres qui viennent de sortir. Je pense que Mama Odie est une de ces solutions. Ils se sont dit, si jamais finalement résistance c'est trop fort et que finalement ça prend complètement le méta de cours et que tout le monde se met à jouer que ça, il faut qu'on ait quelques cartes qui puissent quand même gérer ça en cas de besoin. Mama Odie, ce qui est très intéressant, c'est que
6 non ancrables, c'est un immense défaut, on va pas se mentir. Juste à cause de ça, je suis pas sûr que cette carte va un jour entrer dans les decks. Juste à cause de ça. Et parce que sa capacité se fait quand elle part à l'aventure et pas quand elle est jouée. Ça aussi, c'est dommage. Mais ma Maudit, c'est quand même 3-6 de dedans, donc c'est pas dégueulasse comme ça. 6 de vie, c'est compliqué à tomber. Et les 3 d'attaque font qu'elle va quand même bien endommager les gens qui se frottent à elle. Surtout les petits personnages, donc c'est parfait. Mais en plus, quand elle part à l'aventure, vous pouvez déplacer 2 dégâts d'un personnage, qui vous voulez, à un autre personnage adverse. Vous devez forcément les mettre sur un personnage adverse, mais vous les prenez d'où vous voulez. À quoi ça sert? Petit 1, vu qu'en bougeant les dégâts, vous les retirez, ça fonctionne pour les cartes qui marchent au soin. Réponse en ambre, pioche. Grand Pabi en saphir, gagne du lore. Rien que ça, c'est déjà très intéressant. Donc toutes les cartes qui sont liées par rapport aux soins, ça fonctionne avec ça. Mais en plus de ça, pourquoi je parlais de résistance jusqu'à maintenant? Tout simplement parce que on déplace les dégâts, on ne les inflige pas, et résistance réduit les dégâts qui sont infligés à vos personnages. Donc là, si vous bougez 2 dégâts d'un personnage à un autre, la résistance ne compte pas, il se prend bien les 2 dégâts pile poil. Et là, ça devient super intéressant, parce que déjà, vous pouvez évidemment soigner vos propres personnages pour finir des personnages adverses, mais vous pouvez aussi attaquer des personnages adverses pour déplacer les dégâts ensuite et les mettre sur d'autres personnages si nécessaire. Et donc, en gris-violet, qui sont 2 couleurs qui combattent très bien ensemble, il y a vraiment des choses à faire. Ou si jamais on joue un tuant la bête pour mettre 2 dégâts sur le board entier, et ben après, ma Maudit peut partir à l'aventure potentiellement pour déplacer 2 dégâts qu'on vient de mettre sur un autre personnage et le finir. Ce genre de choses-là. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec ce personnage. Son gros défaut, c'est vraiment qu'elle est non ancrable. Si elle était ancrable, j'aurais vraiment pas été surpris qu'elle rentre dans des decks très agressifs. Et avec de l'or, ça aurait permis en plus d'avancer un peu la condition de victoire. Donc, ma Maudit, carte intéressante, à voir si elle sera jouée, j'en doute un peu, le non ancrable est compliqué, mais carte intéressante. Mais là, on va attaquer... non, pas encore, pardon, c'est pas tout de suite la carte abusée. Avant, on a Bourriquet. Et or en anglais, donc Bourriquet, pour 5-4-5 avec résistance 1. Le problème de Bourriquet, c'est qu'en fait, si on le compare à Cerbère, qui est sorti au chapitre 1, bah Cerbère, il a un attaque de plus et autant de points de vie. Parce que, bah, mine de rien, quand tu as 5 points de vie et résistant 1, c'est comme si tu avais 6 points de vie de base. Sauf que, bah, évidemment, Bourriquet, avec résistant 1, il peut encaisser plus d'attaques potentiellement, et donc, plutôt que 6 points de vie, c'est comme s'il avait... minimum 6, mais peut-être 7 ou 8. Et le problème du coup de Bourriquet, c'est que petit 1, il se fait quand même avoir par Maui comme tous les personnages du jeu, parce que Maui c'est une carte qui est complètement fumax. Je rappelle, Maui, s'il était non ancrable, on en parlerait différemment. Et le problème, c'est qu'avec seulement 4 d'attaque, il peut même pas gérer les menaces intéressantes à gérer, qui sont par exemple des clochettes, qui sont par exemple des réponses, qui sont par exemple aussi des Aladins. Du coup, j'ai vraiment du mal à voir un univers dans lequel Cerbère n'est déjà plus joué dans les decks, même si c'était joué au chapitre 1, c'est plus joué actuellement, et des univers dans lesquels Bourriquet sera joué là actuellement. Donc, je suis pas fan de Bourriquet malheureusement, je ne pense pas qu'il rentrera dans les decks, ce sera une commune très peu jouée à mon avis. Même s'il est turbo choupi, on se l'accorde. De manière générale, je vais pas parler, mais les cartes sont vraiment très très belles, hein. Franchement, elles sont trop cool. Et donc c'est maintenant qu'on va parler de « Je suis Ursula ». Et oui, on parle d'Ursula parce que Ursula, c'est une carte qui change radicalement la méta. Pourquoi? Alors, j'en parlerai dans une grande vidéo, mais la méta, en fait, pour l'instant, se concentre beaucoup sur 2 cartes. 2 cartes très importantes et très impactantes. D'ailleurs, je vais en parler en vidéo, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres trucs, dans live, etc. Il y a 2 cartes qui vraiment façonnent la méta. La première, c'est Soyez prête, parce qu'elle permet de gérer tout le board entier, et donc construire un board entier sur l'Arcana et essayer de tenir sur la longueur, c'est compliqué. En gros, si vous commencez à prendre trop l'avantage, à jouer trop de cartes sur le terrain, l'adversaire joue Soyez prête, vous perdez trop de cartes d'un coup, ça génère trop de cartes d'advantage, et l'adversaire se retrouve en bien meilleure position, surtout si jamais il a plus de cartes en main que vous. C'est pour ça que rouge-violet, ça marche très bien. En rouge, tu lattes le board, en violet, tu pioches, du coup, tu t'arrêtes jamais de latter le board adverse, et au bout d'un moment, l'adversaire n'a plus de solution, et toi, tu fais des points. La deuxième carte, c'est tuant la bête, parce que, de la même manière, ça empêche les decks aggro et les decks très rapides de faire beaucoup de points très rapidement. Et du coup, pourquoi ça les empêche? Parce que souvent, ils ont peu de points de vie, et que du coup, tuant la bête, ça peut arriver très tôt, avec des bons chanteurs, souvent tour 4 ou tour 5 minimum, et du coup, c'est un peu compliqué. Ursula est la réponse à ces 2 cartes. Parce qu'Ursula, quand vous la jouez, même pas quand vous la faites à partir de la voiture ou quoi que ce soit, non, quand vous la jouez, non seulement vous regardez toute la main du joueur adverse,
Rien que ça, c'est super fort dans le jeu, parce qu'on sait exactement ce qui va ancrer ou pas ancrer, on sait exactement ce qu'il a de pas ancrable, on sait exactement ce qui va jouer dans les prochains tours en général. On peut le deviner. Et ça, c'est vraiment une information capitale dans le jeu. Mais en plus, effet qui se coule, vous le forcez à défausser une chanson de votre choix. Donc, si vous avez peur que l'adversaire vous mette un soyez prêt de tour 6, bah vous gardez votre celui-là, et tour 6, enfin, vous mettez un soyez prêt de tour 7. Ou tour quand il peut, hein, bien sûr, c'est quand il a les angles pour, parce qu'en bleu-rouge, ça peut être plus rapide que ça. Eh bien, vous gardez votre celui-là, et le tour avant qu'il ait assez d'encre pour potentiellement jouer son soyez prête, bah vous jouez celui-là. Vous regardez sa main. S'il a soyez prête, vous le dégagez. S'il en a d'autres, bah vous jouez doucement, mais au moins vous savez. Si jamais il en a pas, let's go, vous bourrez tout. Et peut-être qu'il va en piocher un derrière, vous n'avez pas de chance, mais en même temps, il y a un moment où c'est quand même un jeu avec de la chance. Mais en attendant, Ursula, vraiment, carte ultra importante parce que ça enlève les gestions de board au moment où vous en avez besoin. Si vous hésitez à jouer un gros personnage et vous savez pas trop si l'adversaire il a libéré délivré ou feu de dragon, des trucs comme ça, pareil. Si jamais l'adversaire il joue rêve bleu et que vous voulez voir si ça vaut le coup de défausser votre main ou pas, pareil. Si jamais l'adversaire joue Tuon la bête et vous voulez savoir si vous pouvez mettre plein de petits personnages avec peu de points de vie ou pas, pareil. Même des clochettes et tout en fait, rien que voir la main c'est fort, mais en plus vous pouvez enlever les solutions. Et pour aller plus loin du coup, c'est vraiment une carte qui définit la méta, parce que jusqu'à maintenant, les cartes qui vraiment étaient très très impactantes, ce sont donc des chansons qui gèrent le board en entier, ou alors même Rêve Bleu potentiellement qui change les mains et tout. Bah là non, vous pouvez non seulement savoir ce qui arrive, mais en plus dire non à l'adversaire si c'est une chanson. Et d'ailleurs, ça a des stats ok tiers, un 3, 1 de l'or, franchement, pour 2, avec une capa ultra forte, moi je dis oui. Franchement, Ursula, une carte qui va être jouée, c'est sûr, c'est certain. Vous pouvez me quote, vous pouvez faire des clips, vous pouvez faire ce que vous voulez. Cette carte sera jouée au chapitre 3. C'est sûr. Et rien que, même, imaginons l'adversaire, il joue Ariel, il va chercher une chanson parmi ses 4 premières cartes. Bah d'ailleurs, vous jouez Ursula, et sa chanson, bah, elle dégage. Et comme ça, vous voyez en plus s'il en a d'autres. Comme ça, vous savez ce que l'adversaire peut faire. Encore une fois, juste voir la main adverse, c'est déjà tellement fort que le petit bonus qui se coule, qui est de défausser la chanson que l'adversaire a potentiellement pour vous embêter, c'est trop bien. Deuxième carte révélée, pas des moindres, Stitch, qui est une sorte de mini Rafiki en rouge, mais un mini Rafiki très efficace. Parce que Rafiki, on va pas se mentir, à part en début de partie, quand l'adversaire fait des boulettes, très souvent Rafiki, ça va mettre 3 dégâts sur un personnage incliné, et se bannir dans l'opération. Bah là, Stitch, c'est un peu pareil, sauf qu'il coûte 2, donc ça sort plus rapidement, ça sort plus efficacement. Stitch à charge, là, il est vraiment très très sympathique, je trouve. Bon, il a un de l'or, ça servira sûrement jamais, un peu comme Rafiki d'ailleurs, mais bon, Rafiki, ça pouvait servir. Pas se mentir. Là, Stitch, vraiment, il y a peu de chances que ça serve. Mais pourquoi je trouve la carte très intéressante? Parce qu'encore une fois, on va arriver dans une méta où il y aura beaucoup de lieux. En tout cas, il y aura des lieux. On verra si ça sera joué ou pas, ça je sais pas encore. Mais il y aura des lieux, et pour gérer les lieux, le moyen primordial, ça va être de les attaquer. Et donc, tout ce qui a beaucoup d'attaques et peu de points de vie, c'est super efficace pour gérer les lieux, parce que les lieux ne ripostent pas. Donc, ton Stitch, tu le joues pour 2, il va mettre 3 à un lieu, et d'ailleurs, si tu veux le gérer, bah, il faut quand même envoyer quelque chose dessus qui va se prendre 3 dégâts, et qui va peut-être faire bannir l'opération si jamais c'est lui de partie. Alors après, avec un point de vie, bien sûr, le gris qui fait des dégâts directs, il se gausse un peu de Stitch. Mais en attendant, bah, le Stitch, il aura sûrement attaqué et banni le Robin des Bois. Donc, dans l'opération, au final, qui c'est qui rigole vraiment, quoi. Comme le dirait le génie. Qu'est-ce qui rigole maintenant? Voilà, quoi. Donc vraiment, Stitch, je trouve cette carte très intéressante. Avoir des cartes comme ça qui font très mal très tôt, ça peut être très cool. C'est en soi un peu comme une sorte de mini fracassé, sauf que ça coûte moins cher, mais que ça cible moins facilement ce que tu veux. Mais que ça peut toucher des lieux, contrairement à fracassé. J'ai vraiment hâte de voir, je pense que ça sera joué en vrai, je pense vraiment qu'il y a des decks qui le jouent. En soi, c'est un peu comme jouer Félicia au T1, sauf que là, c'est une surprise. Plus tard, la partie, pour seulement 2, tu mets 3 dégâts, des trucs inclinés. Non, vraiment, il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire. J'ai un peu hâte de voir ce que les joueurs vont faire de cette carte. Ça peut rentrer dans des decks, et ça peut aussi rentrer dans des decks très agressifs en rouge, parce qu'il n'y aura pas que du rouge-violet pour l'éternité. Ça, c'est clair. Nous avons en dernière carte révélée, du coup, Guéris les blessures, une chanson pour 3. Une chanson pour 3 qu'on peut chanter, classiquement, hein. Et cette chanson, c'est un peu comme une mini-réponse, parce qu'on peut soigner un personnage jusqu'à 3 jetons de dégâts et on pioche une carte. Réponse a quand même l'avantage immense, pour seulement 1 de plus, d'avoir un très bon body avec beaucoup de points de vie, 2 de l'or, et en plus, on peut piocher pas seulement une carte, mais une carte par dégât qui a été soigné. Donc, il va falloir voir un peu
Je pense que cette carte est jouable rien que parce que ça pioche en fait. Le fait que ça pioche forcément, bah, ça fait que c'est toujours intéressant. C'est des cartes qui creusent le deck. J'en ai déjà beaucoup parlé avec les petites actions chapitre 2 qui creusaient le deck. Ici on est un peu dans le même ordre d'idées. Ça remplacera pas réponse, hein, ça sera sûrement en addition. Et les decks de soins ont aussi une nouvelle carte qui peut permettre d'avoir des... Si vous avez beaucoup de personnages avec beaucoup de points de vie, bah, c'est une nouvelle carte qui vous permet de les garder longtemps en jeu et de faire des trucs cool avec. Grand Pabi, tout ça, voilà, les decks soins qui peut-être seront plus jouables, en tout cas plus envisageables avec des cartes comme Ursula, mais c'est pas inintéressant, c'est pas une carte classeur, genre par exemple Bourriquet c'est une carte classeur, sur certains. Ici vu que ça pioche, c'est jamais une carte classeur. Une carte où c'est marqué piocher, c'est jamais 100% une carte classeur, il y a toujours des choses à faire avec. Donc je suis un peu curieux pour guérir les blessures. Et donc voilà, fin de cette vidéo, je me suis un peu lâché là, on a dépassé les 20 minutes, parce qu'il y avait quand même Ursula dont on devait parler. C'est quand même pas rien cette carte, elle change vraiment beaucoup de choses et beaucoup de gens sont déjà amoureux de cette carte sur internet et oh que je les comprends. Parce qu'on va enfin avoir une méta très différente, l'arrivée des lieux, l'apparition de défausses de chansons de manière sélective, de défausses tout court de manière sélective en soi même peut-être. Vraiment, le chapitre 3 s'annonce très très cool, en tout cas très différent du chapitre 2 en termes de méta. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et j'espère que vous aussi vous êtes un peu hype avec ce nouveau spoil. Je continue bien sûr de faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste qu'il y a des moments où je dois ralentir parce que vraiment j'ai beaucoup de trucs de prévus en janvier-février, il y a aussi Cannes qui arrive, donc évidemment beaucoup de préparation aussi. Donc il y a un moment où je dois un peu ralentir le rythme et choisir un peu les vidéos que je sors ou que je sors pas. Là je pouvais pas rater la sortie d'Ursula quand même, faut pas déconner. Mais je continuerai bien évidemment tout le long du mois à vous parler des différents spoils. Je continuerai à faire des catalyses autant que possible. Et si jamais j'ai un peu de temps, j'ai d'autres formats vidéo qui arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, parce que parmi les projets qui arrivent pour lesquels certaines vidéos ne sortent pas, encore une fois, si tout se passe bien, peut-être que semaine prochaine, j'annonce un gros événement compétitif sur leur canal. On va voir. On va voir. On vous en dira plus. Alors, ça sera pas ouvert au public, je vous préviens d'avance, ne commencez pas à vous hyper en vous disant trop bien, je participe à un tournoi Ketal. Mais vous en saurez plus sous peu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite à toutes une bonne journée, une bonne soirée selon quand vous voyez cette vidéo. J'espère qu'on se dit à très vite avec une autre vidéo sur leur canal. En attendant, moi, je retourne plancher sur mon prototype. Je ferai des vidéos dessus incessamment sous peu pour vous montrer un peu de quoi ça parle et peut-être même vous inviter sur un Discord où il y aura du playtest en cours. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.